Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. À la suite des apostrophes Icare. La Crète est une nymphe mythique. Telle est en effet, selon la tradition, la source du nom de cette île. La séduction qu'elle exerce aujourd'hui est à la hauteur de son origine légendaire. Parée de très beaux paysages, elle est la gardienne d'une brillante civilisation ancienne. Celle-ci naquit vers 2800 AV. JC et s'est éteinte brutalement autour de 1350 AV. JC pour laisser la place aux Grecs venus du continent, les Mycéniens. Pendant longtemps, c'est la Grèce classique qui a été la cible de tous les regards, et il a fallu attendre la fin du XIXe siècle pour que d'importantes découvertes permettent de ramener à notre connaissance cette civilisation crétoise oubliée. Elle a pourtant sans nul doute joué un rôle non négligeable pour la civilisation grecque qui l'a suivie, et tout particulièrement dans le domaine religieux. Pour la Grèce classique, la Crète était très importante. Le souvenir d'un âge d'or crétois était même très vivace. D'ailleurs, de nombreuses généalogies grecques renvoient à la Crète et leurs racines remontent à des dieux, des héros ou des héroïnes d'origine crétoise comme Europe et Pasiphae. Comme le grand historien grec Thucydide, les Grecs de l'époque classique ne doutaient pas de l'existence du roi Minos qu'Homère représenta même comme l'ami intime de Zeus. C'est en effet Homère qui le premier nous révèle quelques-uns des mystères liés à cette île, la Crète aux 100 villes, avec son roi Minos et son palais dédaléen à Knossos. Dans la sombre mer est une terre belle et fertile, au milieu des flots, c'est l'île de Crète où habitent d'innombrables hommes, avec 90 villes. On y trouve différents langages et hommes, Achéens, Kydoniens, Braves et Théocrètes, 3 tribus de Doriens et de divins Pélages. Ils sont dominés par Knossos, la grande ville du roi Minos, celui qui s'entretenait tous les 9 ans avec le grand Zeus. Odyssée 19. De fait, la Crète est l'île de nombreux mythes. Lieu de naissance de Zeus, le dieu des dieux pour les Grecs. Un palais à l'architecture complexe conçu par l'ingénieux Dédale. La terreur exercée par le Minotaure, monstre mi-homme mi-taureau, fruit des amours de Pasiphae, l'épouse du roi Minos et du dieu Zeus transformé en taureau. Thésée, le fils du roi d'Athènes qui réussit à tuer ce monstre grâce à la pelote de fil de la belle Ariane, la fille de Minos. C'est aussi l'île au prince aux fleurs de lys, ou encore à la Parisienne, comme nous allons le découvrir. Prenons donc notre envol, à la suite d'Icare, le fils de Dédale, pour partir à la découverte d'une Crète qui garde aujourd'hui encore une vitalité et une personnalité léguée par ses anciens occupants et qui exerce sur tous ses voyageurs un attrait irrésistible. 2. Une île pleine de promesses. Après Chypre, la Crète est l'île la plus étendue de la Méditerranée orientale. Sa situation constitue un sérieux avantage, comme le soulignèrent d'ailleurs Homère ou encore Aristote. En effet, la Crète se trouve au sud des îles appelées Cycladiques, avec lesquelles les relations ont été importantes. Elle est également à peu de distance du continent grec et des autres îles situées plus à l'est comme Rhodes. De même, les côtes africaines, grâce aux vents étésiens, ne sont qu'à quelques jours de mer de la Crète. Ainsi, il n'est pas étonnant de retrouver les Crétois un peu partout en Méditerranée. Figure 1. Situation de la Crète en Méditerranée. Figure 2. Site minoen important. Des montagnes pour les dieux et des plaines pour les humains. La variété du milieu naturel crétois est une chance pour les Minoens. De larges plaines fertiles s'étendent à l'intérieur de ce territoire, comme la plaine de la Messara située au centre de la Crète, et elles ont permis à l'agriculture de se développer rapidement. En outre, 4 grands ensembles montagneux, orientés est-ouest, occupent une large place et se prolongent souvent au nord et au sud, par de riches plaines côtières. D'ouest en est, ces montagnes sont les montagnes blanches, l'Ida Psiloritis, le Dicté central, mont du Lacitie et le Dicté oriental, les monts de Scythia. Ce sont les plus élevés de tout l'archipel égéen avec, par exemple, le mont Ida frôlant les 2500 mètres d'altitude. Leurs hauteurs remarquables ont aussi contribué à en faire les lieux de naissance de divinités majeures. Des plateaux propices à l'installation humaine, comme celui du Lacitie, complètent le tableau. Figure 3. Plaine du centre de la Crète. Les côtes crétoises sont assez variées. Celle du nord est assez découpée et dessine des caps et des golfes favorables au mouillage des bateaux. En revanche, au sud,
Les côtes n'abritent presque pas de port car leur relief est rendu abrupt par les montagnes qui tombent le plus souvent à pic dans la mer. Malgré ce relief fragmenté, les communications et les contacts entre les différentes régions demeurent relativement aisés, comme l'attestent en particulier les nombreux tronçons de routes minoennes retrouvés sur l'ensemble du territoire. La géologie de la Crète est aussi une chance pour les Crétois car les ressources minérales y sont également variées. Gypse, albâtre, schiste, calcaire, grès, argile à potier, même si de nombreux matériaux utilisés par les Crétois proviennent de l'extérieur, comme par exemple l'obsidienne de l'île de Mélo et l'argent du continent. Facteur essentiel de l'installation humaine, l'eau en Crète est fournie à profusion par de nombreuses sources de montagnes. L'écran forestier, sans doute assez abondant à l'époque de Minos, pondérait plus qu'aujourd'hui le cycle hydrologique. Au cours de l'été et aussi pendant les années les plus sèches, les forêts permettaient à l'eau de rester dans les sols, d'où la progression des cultures et de l'élevage. Pour toutes ces raisons, la Crète fut un des premiers lieux d'implantation humaine à l'époque néolithique enneigée. Il existe cependant un problème géographique car la Crète fait partie d'une zone où les tremblements de terre sont fréquents. En effet, dans l'ensemble du bassin égéen, l'écorce terrestre est très fragile. Ceci explique en partie les nombreuses destructions qui affectèrent la Crète minoenne. Un environnement plutôt bénéfique. Le climat en Crète est plus tempéré que dans le reste de l'Égée. Les plaines sont épargnées aussi bien par les sévères périodes de sécheresse en été, que par les rudes gelées en hiver. Ceci favorise la fertilité des terres et la relative homogénéité de leur peuplement. À l'inverse des autres îles de l'Égée, la population ne s'est donc pas contentée de s'installer sur les pourtours mais aussi à l'intérieur de l'île. La végétation, de type méditerranéen, comportait sans doute en Crète de grandes zones forestières au début de l'implantation humaine mais le déboisement a dû y commencer très tôt, notamment pour la construction et le chauffage, et être encore accentué par l'extension de l'élevage des chèvres et des moutons. Comme aujourd'hui, de nombreuses plantes aux vertus médicinales parsemaient les terres crétoises. 3. Evans découvre les Minoens. Les premières découvertes. Une ruée vers l'or grec. Au XIXe siècle, les Minoens ne sont pas encore connus mais la Grèce classique est à la mode. Philologues, topographes, géographes, botanistes et numismates s'élancent à la recherche des lieux et paysages décrits par Homère. Parmi ces amateurs d'antiquité, il en est un qui a déjà quelques titres de gloire en la matière. Schliemann l'infatigable. Il s'agit d'Heinrich Schliemann. Entre 1870 et 1890, en suivant à la lettre le texte d'Homère, cet Allemand découvre Troie, la ville aux larges rues, et Mycène, la riche en or. À Troie, dans l'actuelle Turquie, il met au jour le trésor de Priam. Le sol de Mycène, sur le continent grec, lui livre en outre le fameux trésor d'Atrée, dont fait partie le célèbre masque d'or d'Agamemnon. Ces premières découvertes fabuleuses entraînent de multiples questions sur l'origine de la civilisation grecque. Grand lecteur d'Homère, Schliemann se demande s'il ne faut pas la rechercher dans l'île de Crète, à laquelle l'auteur antique accorde une grande importance. Il n'est d'ailleurs pas le premier à s'intéresser à la Crète. Par exemple, l'Américain W.J. Stillman et Minos Kalokairinos, un homme d'affaires crétois originaire d'Héraklion, ont déjà commencé à fouiller le sol crétois. Non sans quelques succès puisque dès 1878, Kalokairinos dégage de grandes jarres pitois et des fondations de bâtiments. Suivant son idée, Schliemann vient faire lui aussi quelques recherches sur les mêmes lieux. Entre juin 1878 et février 1879, il se livre ainsi à des investigations sur la colline de Képhala, dans la plaine du Kairatos, non loin de la côte nord de l'île. Son intuition est bonne. En effet, cette colline est en réalité le résultat de l'amoncellement de restes d'occupation qui se sont accumulés à cet endroit depuis l'époque du Néolithique. Peu de temps après, en 1881, on y signale d'ailleurs des murs et de grands blocs de pierre portant des inscriptions. Seulement voilà, Schliemann rencontre un sérieux obstacle. Heinrich Schliemann. La carrière d'Heinrich Schliemann est atypique. Né en 1822, autodidacte et fils d'un pasteur ruiné, il est d'abord négociant et parcourt le monde entier. Il s'enrichit rapidement, notamment dans le commerce de l'indigo. À 45 ans,
il délaisse ce métier et s'intéresse désormais à la civilisation grecque. Il commence par des fouilles à Ithaque, île au nord-ouest du Péloponnèse où il recherche les traces du palais d'Ulysse décrit par Homère. Outre Troie, Mycène et Knossos, il explore aussi d'autres sites comme Orchomène et Tirynthe. Sa réputation n'est pas des meilleures chez les spécialistes, qui critiquent ironiquement ses méthodes de travail et les conclusions souvent hâtives qu'il tire de ses découvertes. Malgré tout, il est quand même l'un des premiers vrais archéologues et non un simple chercheur d'or. Il souhaite en effet avant tout confronter les écrits homériques à la réalité historique. D'ailleurs, il lui arrive de refuser une invitation à fouiller en Italie, prétextant qu'il n'y avait aucun problème à résoudre et que ces fouilles étaient donc inutiles. Cette façon de voir est très en avance sur son temps. De plus, autre rupture avec les fouilleurs de son époque, Schliemann est soucieux de tenir à jour un journal de fouilles comprenant de nombreux croquis. Enfin, et c'est encore un phénomène nouveau, il publie beaucoup et dans plusieurs langues. Tout ceci explique sans doute pourquoi M. Ventris et J. Chadwick ont choisi de lui dédier leur livre sur le déchiffrement du linéaire B. À cette époque, la Crète est occupée par les Turcs. Convaincu de l'intérêt de sa colline, Schliemann souhaite l'acheter mais les Turcs lui en demandent un prix élevé car le terrain compte un grand nombre d'oliviers, plus de 2000 selon eux. Schliemann estime qu'il n'y en a en fait qu'autour de 900 et trouve le prix exorbitant. Il renonce donc à l'objet de sa convoitise, et la découverte de Knossos doit encore attendre un peu. Evans le chanceux. Un riche érudit. Quelques années plus tard, un autre érudit, Sir Arthur Evans, directeur de l'Ashmolean Museum d'Oxford, s'intéresse à la Crète. En 1894, il vient visiter la collection de vestiges mis au jour par Kallocairinos. Il cherche aussi des indices pour déchiffrer des inscriptions énigmatiques trouvées sur des sceaux, qui l'intéressent particulièrement car il est collectionneur. Il explore donc la Crète à la recherche d'objets qui pourraient alimenter sa collection d'inscriptions. Il s'intéresse ainsi aux galopètres, les pierres de lait portant des signes que les jeunes crétoises s'attachent au cou pour favoriser l'allaitement. En 1895, il diffuse les résultats de ses recherches dans une publication intitulée Cretan Pictographs and Pre-Phoenician Script. Il y présente des hiéroglyphes qu'on sait maintenant être minoens, ainsi que deux autres écritures syllabiques ou préalphabétiques, appelées aujourd'hui linéaire A et linéaire B. Figure 4. Buste de Sir Arthur Evans, dressé à l'entrée du site de Knossos. Sir Arthur Evans. Evans naît en Angleterre dans le Hertfordshire en 1851. Il acquiert une formation en philologie classique. Il n'y a pas à l'époque de formation en archéologie, d'abord à l'université d'Oxford puis à celle de Göttingen. Il s'intéresse alors particulièrement aux sceaux présentant des inscriptions et provenant des anciennes civilisations de la Méditerranée. Evans hérite en cela de son père, Sir John Evans, directeur d'une manufacture de papier et grand amateur d'antiquités. C'est de plus grâce à la fortune héritée de son père qu'Evans peut assouvir sa passion. Il est directeur de l'Ashmolean Museum d'Oxford de 1884 à 1908. Jusqu'en 1932, il se consacre ensuite exclusivement à ses fouilles de Knossos, qui ne seront interrompues que lorsque la guerre éclate. En 1935, il inaugure sa statue dressée à l'entrée du site de Knossos. Evans meurt à Oxford en 1941. Sir Evans est aussi attiré par la colline de Kefala, mais à la différence de Schliemann, il va être servi par l'histoire. En effet, à la fin du siècle, la Crète reprend de haute lutte son indépendance vis-à-vis des Turcs. Du coup, les négociations sont plus faciles et Sir Evans peut utiliser sa notable fortune personnelle pour acheter la fameuse colline. Il y donne son premier coup de pioche le 2 mars 1900 avec l'idée d'y trouver un site important de l'âge du bronze. Au début, la fouille ne comprend qu'une trentaine d'ouvriers mais très vite elle en rassemblera plus de 100. En peu de temps, aidé par ses collaborateurs, Hogarth, Mackenzie, Fife, Dole, Pendlebury, puis de Jong et Vass, entre autres, il met au jour ce qui sera considéré comme le plus important palais de la civilisation minoenne par ses dimensions mais aussi par son influence. 2 années de travail permettent de dégager presque entièrement le palais, mais Evans y travaille encore un bon tiers de siècle. Il publie les résultats de ses fouilles de 1901 à 1935 dans 4 importants rapports intitulés « Le palais de Minos ».
Cette étude devient vite un des plus grands classiques de l'archéologie. Et la vaste Knossos renaît. Les fouilles des vents dégagent assez rapidement le rez-de-chaussée de l'ensemble du palais, et les soubassements de murs indiquant que des étages supérieurs ont existé. Ceci est également conforté par la découverte des mosaïques de la ville, expression qui désigne une série de 2 douzaines de plaques en faïence qui représentent des façades de bâtiments. Figure 5. Une plaque en faïence des mosaïques de la ville. Par ailleurs, le palais est bâti en gypse, appelé aussi pierre à plâtre, et dès le début des travaux de fouilles, il apparaît que ce matériau est trop friable pour laisser les découvertes exposées à l'air libre en l'état. Evans estime donc nécessaire de consolider les ruines dégagées. En s'appuyant sur les indices retrouvés, il engage la reconstitution des parties supérieures manquantes. Les plaques de faïence lui sont donc très utiles pour la restitution des étages et des ouvertures pratiquées dans les façades. Le plus souvent, ces reconstitutions sont faites en ciment par les ouvriers des vents. Certaines fresques retrouvées dans le palais sont également restaurées, complétées, voire plus. C'est ainsi que l'on peut aujourd'hui visiter à Knossos plusieurs niveaux du palais. Certes, d'un point de vue strictement scientifique, cette reconstitution peut susciter des réserves, bien que des maquettes de bâtiments retrouvées depuis semblent accréditer la vision des vents. Toutefois, le principal mérite de ces travaux est d'avoir matérialisé la complexité de la structure de ce vaste palais et d'avoir ainsi rendu bien vivantes les dénominations de labyrinthe et de dédale, attribuées au palais de Knossos. De là à dire que le Minotaure dans son labyrinthe est une représentation légendaire du puissant roi Minos dans son palais, il n'y a qu'un pas que certains n'ont pas hésité à franchir. 4. 15 siècles vous contemplent. Une chronologie un peu complexe. La civilisation crétoise minoenne se développe sur plusieurs siècles, d'environ 2800 à 1300 AV. JCK extrême, le site de Knossos présente une durée de vie exceptionnelle puisqu'occupé depuis l'époque néolithique, il restera habité jusqu'au moment de la conquête de la Crète par les Arabes, au IXe siècle après Jésus-Christ. La difficulté à établir une chronologie, c'est-à-dire à identifier de façon sûre, les différentes périodes du monde minoen, est donc facilement compréhensible. En effet, la complication vient du fait que la connaissance de ces périodes s'est construite au fur et à mesure des découvertes archéologiques. La première chronologie de la civilisation minoenne est dite relative, car elle fut fixée par Evans en comparant des poteries de différentes origines, minoennes, égyptiennes, découvertes sur des sites crétois ou autres. La clé de la chronologie repose alors sur la connaissance des périodes de fabrication de certaines poteries non crétoises, comme les céramiques égyptiennes. Au moyen de cette méthode, Evans isola 3 grandes périodes appelées minoens anciens, minoens moyens et minoens récents. Evans ne s'est d'ailleurs pas arrêté là. Il a encore divisé chacune de ces 3 grandes périodes en 3 phases, minoens anciens I, II, III, etc., elles-mêmes formées de 3 subdivisions A, B et C. Sa chronologie reste en vigueur, même si plusieurs chercheurs ont tenté de la remettre en cause. C'est le cas de Nicolas Platon qui préférait une chronologie basée sur les évolutions architecturales détectées sur les fouilles. Celle-ci n'est pas suivie par la totalité des scientifiques, mais elle reste cependant souvent utilisée pour décrire les différentes étapes du monde minoen. Il s'agit des 4 phases suivantes. Prépalatiale, c'est-à-dire la période antérieure à la formation des premiers palais crétois. Paléopalatiale, aussi appelée protopalatiale, celle correspondant au premier palais. Néopalatiale, la période de la construction de nouveaux palais. Et postpalatiale, la période où la civilisation mycénienne a remplacé celle des Minoens. Comme ces 2 chronologies sont souvent employées, il est bon de les connaître et la figure suivante aide à s'y retrouver. Figure 6. Chronologie simplifiée de la Crète à l'âge du bronze. Actuellement, les recherches sur la chronologie continuent. Elles exploitent, d'une part, les nouvelles découvertes réalisées sur des sites fouillés depuis longtemps comme Knossos ou Malia ou bien sur d'autres sites nouvellement mis au jour et d'autre part, de nouvelles applications de méthodes scientifiques, comme la datation par le carbone 14, voire glossaire, ou encore l'étude des arbres fossilisés, dendrochronologie. Cela a conduit à certaines remises en cause, comme par exemple la datation de la dernière phase du Minoen ancien ou encore celle du Minoen moyen.
De nos jours, l'intérêt se porte également sur ce qui a précédé la civilisation minoenne et en particulier, sur la date de l'installation des premiers hommes en Crète. Jusqu'à ces dernières années, une installation humaine vers le 7e millénaire semblait plausible, d'après des zones fouillées à Knossos. Aujourd'hui, certains éléments font penser à une installation plus ancienne et pour certains chercheurs, celle-ci pourrait coïncider avec l'extinction de certaines races animales en Crète, comme des éléphants et hippopotames nains ainsi que des daims. Ces groupes humains provenaient sans doute d'Asie mineure et se sont installés en Crète, pour profiter des nombreux avantages de l'île. Les grandes étapes de la civilisation minoenne. Au Minoen ancien, une population qui grandit et une économie en développement. Au début de cette période, des populations originaires des côtes nord-ouest de l'Anatolie auraient envahi l'île de Crète et créé la civilisation minoenne, en se mélangeant à la population indigène qui y était déjà installée depuis longtemps. Ceci peut expliquer l'observation de l'accroissement des sites habités et donc de leur population, dès la première période du Minoen ancien, en particulier à Knossos, Vasiliki, Myrto, Tripiti. Dans la Messara, il y a même eu un doublement des sites. Ce phénomène n'est pas forcément dû à la seule venue de populations étrangères, mais peut-être aussi à l'évolution de l'ensemble de la société crétoise. Avec les données archéologiques disponibles aujourd'hui, il est difficile de trancher. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que cet accroissement de la population est révélé par la construction de nombreuses tombes collectives dans le sud de la Crète, environ 25, rien que pour la plaine de la Messara, et par de nouveaux habitats comme Knossos et Myrto. Qui dit croissance démographique, dit aussi accroissement des besoins et des moyens de les satisfaire. Effectivement, il apparaît que l'accroissement de la population va de pair avec le développement de la plupart des techniques inventées durant la période néolithique. Par exemple, l'arère tend à remplacer la houe pour la préparation des champs, des fours de potier sont créés, les activités de tissage se développent comme le montrent les pesons retrouvés, la culture de la vigne s'étend et celle de l'olivier apparaît. La transformation de certaines formes de poterie laisse aussi envisager des changements dans l'alimentation. L'accroissement de la population est de plus accompagné par le développement d'échanges commerciaux entre la Crète et les îles de la mer Égée. De tels échanges ont sans doute commencé avant cette période, suscités par le savoir-faire crétois en matière de travail des métaux. Des fouilles effectuées dans l'île de Cythère, au sud-est du Péloponnèse, apportent la preuve du développement du commerce crétois. Il semble même qu'une véritable colonie minoenne se soit progressivement installée à Cythère. Alors que la croissance est évidente, l'organisation de la société minoenne débutante l'est beaucoup moins. La recherche actuelle dans ce domaine tente de déterminer si une hiérarchisation sociale a existé. En effet, si c'est le cas, elle pourrait être à l'origine de la future organisation palatiale. Pour l'heure, nous ne possédons aucune preuve permettant d'accréditer une telle hypothèse. Certains chercheurs envisagent cependant l'existence de chefferies, c'est-à-dire d'une société organisée à partir de liens familiaux. À la fin de cette période, de nombreux sites sont abandonnés et des destructions par le feu sont constatées. Pourquoi ? Le mystère reste entier. Au Minoen moyen, les premiers palais crétois, des innovations et du commerce. Le Minoen moyenne est la période où les premiers palais sont construits. La population de la Crète connaît à cette époque une nouvelle phase de croissance. C'est tout particulièrement sensible à Knossos, à Malia ou encore à Palaikastro. Désormais, la mise en place progressive d'une hiérarchisation de la société minoenne devient manifeste. Dans les trois domaines politiques, économiques et religieux, de nouvelles techniques voient le jour. Leur mise en œuvre ne se généralisera qu'à la période suivante, mais il est quand même déjà possible de vraiment parler de civilisation minoenne. En effet, les premiers palais minoens apparaissent au Minoen moyen I. À cette époque, la Crète est sans doute divisée en plusieurs provinces. Il semble que son économie continue à se développer de manière centralisée, autour des palais commandant chaque région. Stimulés sans doute par ces conditions économiques favorables, de véritables villes se constituent et abritent un artisanat spécialisé. Dans le domaine de la religion,
des sanctuaires de sommet apparaissent, matérialisés par des traces de feu et de nombreux dépôts de statuettes et d'ex-voto. Certaines grottes ont également pu héberger un culte, comme par exemple la grotte de Camarès, située non loin de Knossos. En revanche, les lieux de culte en milieu urbain sont rares. Un cas est quand même connu à Malia, pour le Minoen moyen II. Un autre événement important de la période est l'invention des écritures en hiéroglyphes et en linéaire A. Comme au cours de la période précédente, les échanges commerciaux avec les îles de la mer Égée restent importants, mais ils se déroulent en plus, désormais, avec la Syrie et l'Égypte. De nombreux fragments de céramique minoenne ont été retrouvés dans ces pays, tout particulièrement des vases au style très reconnaissable provenant de la grotte de Camarès, près de Knossos. Certains ont été exhumés dans des endroits comme Ugarit ou Byblos, sur la côte moyenne orientale de la Méditerranée. Des sceaux datant de cette époque représentent des bateaux minoens pourvus de voiles. Ceci montre l'existence d'une flotte, vraisemblablement créée pour le commerce. Les acteurs de ce commerce intense restent cependant mal connus. Par ailleurs, au sein même de la société minoenne, la production d'objets de prestige liés à la hiérarchisation sociale progresse. Les palais et les tombes de cette époque en livrent de multiples exemples. Il ne faut toutefois pas imaginer que la vie palatiale au Minoen moyenne est un long fleuve tranquille. Les palais subissent à certains moments des phases de dégradation plus ou moins importantes. En particulier, les fouilles mettent en lumière une phase de destruction sévère à la fin du Minoen moyen vers 1700. Les raisons en demeurent incertaines, invasion, troubles internes ? Toutefois, ce n'est pas la mort de la civilisation minoenne, puisque les palais vont être très vite redressés. Au Minoen récent IE2, nouveau palais, nouvelle merveille. Le Minoen récent IE2 est la période de l'apogée des palais crétois reconstruits qu'Evans a appelé une ère nouvelle. À la même époque, en Grèce continentale, une nouvelle puissance se construit également, celle des Mycéniens. Malgré le grand nombre de trouvailles archéologiques datant de cette période, l'étude en reste délicate, tout particulièrement au niveau du découpage chronologique. De grandes caractéristiques se dégagent quand même. Selon toute vraisemblance, le palais de Knossos devient un centre dominant l'ensemble de l'économie crétoise. Ceci explique sans doute le développement urbain dans l'environnement immédiat des palais et la création de certaines villes en bordure des côtes, comme Gournia, à l'est de la Crète. En outre, de grandes habitations, le plus souvent connues sous le nom de villas, jouent sûrement un rôle économique complémentaire à celui des palais. Ceci semble conforter une organisation maintenant fortement hiérarchisée de la société minoenne. C'est au cours de cette période que l'influence minoenne s'étend de plus en plus aux îles voisines et au Péloponnèse, d'où l'hypothèse d'une thalassocratie minoenne, c'est-à-dire d'un pouvoir maritime exercé sur l'ensemble de l'Égée, voire même plus loin. Une nouvelle écriture voit également le jour en Crète. Le linéaire B, cette écriture est maintenant reconnue comme d'origine mycénienne. Cela indique bien que les Mycéniens sont entrés en relation avec la Crète dès l'époque des nouveaux palais, avant de s'y installer et d'y prendre finalement le pouvoir à la fin du Minoen récent. À cette époque, une architecture inégalée dans les palais voit le jour. Des pièces spécifiques sont ainsi aménagées, salle du trône, bain lustraux, pièces à piliers, magasins remplis de grandes jarres. C'est au cours de cette période que se multiplient des symboles tels que double H, corne de consécration, encre votive. Ce développement architectural, sans précédent pour les palais, conforte l'idée d'un pouvoir royal dominant l'ensemble du territoire crétois. Un texte égyptien datant de l'époque de Thoutmôsis III mentionne d'ailleurs le roi du pays de Keftiu. Les sanctuaires de sommet possèdent désormais des bâtiments bien élaborés, comme celui du mont Yuctas. D'après une hypothèse actuelle, ces constructions ont été voulues par le pouvoir royal. Les grandes destructions du Minoen récent III. À la fin du Minoen récent, les palais sont détruits, sauf celui de Knossos qui le sera définitivement vers 1370 et la civilisation minoenne cède la place aux Mycéniens. Sur les raisons de cette fin, de nombreuses hypothèses ont circulé comme nous le verrons plus loin. 5. Une île chargée d'histoire. Le poète est l'île aux 100 villes. L'œuvre d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée, est un point d'appui essentiel de notre connaissance de la Crète et de son roi Minos. Certes,
Les événements qu'il raconte ne se situent pas à son époque et ses écrits ne constituent donc pas une source d'information historique fiable. Homère, le poète, pour les anciens, a semble-t-il vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il était vraisemblablement originaire de Chios, île située à l'est de la mer Égée, mais d'autres cités se disputent son lieu de naissance comme Colophon, Cume, Smyrne, Pylos, Argos et même Athènes. Cependant, c'est surtout à Chios qu'un véritable culte fut voué à Homère, celui-ci y étant souvent présenté comme un demi-dieu, le fils d'Apollon et de la muse Calliope. Homère est un aède, c'est-à-dire un poète qui chantait des poèmes épiques en s'accompagnant d'une lyre, tel l'aède aveugle Démodicus de l'Odyssée, le héros revint conduisant le courageux aède. La muse qu'il aimait lui avait permis de connaître le bien et le mal. Elle lui avait donné le chant admirable, à lui qui était privé de ses yeux. Odyssée 8. Les événements racontés par Homère dans l'Iliade et l'Odyssée sont liés à la guerre de Troie, contemporaine de la civilisation mycénienne, environ 1200 AV. JC, alors qu'il aurait vécu 4 siècles plus tard. Homère était considéré comme un conteur très important par les Grecs et les Romains de l'Antiquité classique. Pour eux, il ne faisait aucun doute qu'il avait bien existé et leurs enfants devaient d'ailleurs apprendre par cœur des passages entiers de ces 2 poèmes épiques, qui constituaient la base de leur éducation. L'Iliade et l'Odyssée sont en effet des épopées, c'est-à-dire des récits ayant sans doute une base partiellement historique. Avant d'être retranscrits, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.